Je suis heureux de vous présenter ce travail qui associe deux de nos préoccupations, la préservation du patrimoine photographique et le développement durable. La plupart des photographies, enfin du moins celles produites avant l'ère numérique, au XIXe et XXe siècle, sont constituées de matériaux organiques comme de la gélatine, du papier, des dérivés cellulosiques qui sont très hygroscopiques. Ces matériaux vont donc se mettre en équilibre avec l'humidité ambiante et lorsque celle-ci est supérieure à 70%, on constate alors non seulement le développement de moisissures qui vont détruire rapidement la photographie, mais cette humidité va accélérer des réactions d'hydrolyse, les plus spectaculaires étant la décoloration des photographies couleur et la décomposition des supports de film en matière plastique. On considère généralement que lorsque l'humidité relative double, la vitesse des réactions chimiques qui rentrent en jeu dans les phénomènes d'altération est également multipliée par 2. Aussi, il n'est pas surprenant de voir que des images conservées dans des environnements humides, en zone tropicale par exemple, se soient détériorées beaucoup plus vite que celles conservées sous nos latitudes tempérées, sans compter qu'une température élevée contribue également à amplifier ces phénomènes. Aussi très tôt, à partir des années 1970, les normes ont instauré des conditions de conservation drastiques pour les collections photographiques. Les conditions de température et d'humidité recommandées variant selon les types de photographies, que ce soit des pellicules, des tirages noir et blanc ou couleur, des plaques de verre, etc. Donc dans certains cas, comme celui des photographies couleur ou des pellicules en matière plastique, des températures recommandées sont inférieures à 2 degrés. Cela conduit à l'installation de réserves climatisées et parfois de chambres froides avec des coûts de fonctionnement, des problèmes de maintenance et également un impact environnemental non négligeable en termes d'empreinte carbone. Il nous revient donc de développer des solutions alternatives fondées sur des compromis réalistes en tirant parti des innovations techniques et scientifiques. Et cela a été l'objet d'études récentes ou en cours au Centre de recherche sur la conservation que je me propose de vous présenter maintenant. Afin de vous faire voyager virtuellement, je vais vous transporter sur les lieux mêmes qui ont motivé cette étude, à Pagan, au Myanmar, la Birmanie. C'est un site archéologique extraordinaire par sa richesse et son ampleur qui s'étend sur une centaine de kilomètres carrés dans la région de Mandalay. C'est la plaine centrale de la Birmanie sur la rive gauche de l'Irrawaddy. Et du 9e au 13e siècle, c'était là la capitale du royaume de Pagan, le premier empire birman, et il subsiste quelques milliers de monuments, des stupas, des temples, des monastères, un palais, des fortifications, comprenant également des sculptures, des peintures murales, des gisements archéologiques, etc. Malheureusement, Pagan se situe dans une zone sismique. En 1975, puis plus récemment, en 2016, il y a eu des tremblements de terre qui ont provoqué de graves dommages et parfois la destruction totale de monuments. Près de 2000 structures ont été en partie ou totalement détruites après ces séismes. Bien sûr, il y a eu un effort et des tentatives pour restaurer ces monuments. Cela a été le début d'une controverse majeure avec les archéologues. En effet, la plupart des temples réparés n'ont pas été reconstruits selon leur forme d'origine, mais ont été modelés d'après l'un des quelques temples qui restent intacts. Il en résulte une terrible uniformité et une perte de valeur historique, architecturale et artistique. En 1996, l'UNESCO a refusé la demande d'inscription de Pagan sur la liste du patrimoine mondial et une des raisons était la prévalence de restauration inauthentique. En 2019, en vue d'une nouvelle demande de classement, il convenait de rassembler la documentation autour de ces monuments pour s'assurer d'une restauration plus respectueuse. Bien sûr, une source exceptionnelle d'informations a été réunie par l'École française d'Extrême-Orient et en particulier Pierre Pichard depuis 1978. Une autre source d'informations a été redécouverte dans les archives du département d'archéologie de Yangon au Myanmar. Il s'agit d'une collection de presque 6000 négatifs sur plaques de verre documentant le site de Pagan ainsi que des lieux importants et des objets de toutes les régions. Et ces images étaient d'autant plus intéressantes qu'elles dataient de la première moitié du XXe siècle, entre 1903 et 1953. Ces négatifs, parfois de grand format,
révèlent, outre leur valeur artistique, beaucoup d'informations sur les objets et les monuments endommagés. Sur certaines plaques, de minuscules détails sont clairement lisibles et cela confère à cette collection une grande valeur documentaire. Ces négatifs ont été laissés sans soin particulier pendant plus de 70 ans dans un environnement tropical et beaucoup d'entre eux avaient déjà souffert de ces conditions. Notre rôle était donc de pérenniser cette collection de plaques photographiques afin de permettre leur consultation et leur numérisation. Avant toute intervention de conservation, il était nécessaire d'avoir une idée précise de l'état de cette collection afin de déterminer la quantité de plaques exploitables et de définir les besoins. Donc en janvier 2019, ma première visite a consisté à évaluer l'état de conservation de cette collection. Ces plaques de verre étaient stockées dans 5 armoires en bois. La plupart des négatifs sur plaques de verre étaient dans des enveloppes en papier de mauvaise qualité qui étaient devenues acides et cassants. De surcroît, on avait placé des boules de naphtaline dans certains placards comme répulsifs pour les insectes. Ceci semble être une pratique locale courante malgré les risques pour la santé. Comme vous le voyez, l'intérieur des bureaux est assez sommaire. Les fenêtres sont en général ouvertes car il n'y a pas de climatisation. Les conditions climatiques extérieures ont un impact important et immédiat sur les conditions intérieures, la température se situant aux alentours de 30 degrés et l'humidité souvent supérieure à 70%. Pour évaluer l'état de la collection, j'ai appliqué la méthode que nous avions mise en œuvre il y a quelques années pour l'étude de l'état de conservation des films cinématographiques au CNC à Bois d'Arcy. 10% de la collection est analysée par un prélèvement régulier. Donc une plaque photographique a été prélevée toutes les 10 plaques et l'état de ce prélèvement a été soigneusement évalué. À mon arrivée, une dizaine de personnes m'attendaient pour m'assister dans cette tâche. C'était bien sûr une aide appréciable et agréable, mais il a fallu d'abord les former, car ils n'étaient pas familiers avec les plaques photographiques et avec les dégradations des photographies. J'ai donc expliqué certaines notions de base sur ce qu'est un négatif photographique, qui avec le développement du numérique devient un objet singulier, puis expliquer sa structure et la typologie des altérations. Rapidement, on se heurte à des questions complexes qui sont à la fois techniques et culturelles sur ce qu'est une dégradation et comment évaluer son ampleur de façon objective. Une grille d'analyse a été préparée et testée sur un petit lot de plaques et les résultats ont été comparés et discutés avec les différentes équipes chargées de faire l'inspection. Malgré quelques divergences dans le classement ou la compréhension de l'origine de la dégradation, un certain nombre de consensus ont pu être établis. Au bout de 3 jours, 549 plaques avaient été examinées et nous avons pu exprimer statistiquement l'état de l'ensemble de la collection. 14% des plaques, soit 750 négatifs, sont irrécupérables. L'humidité a totalement détruit la couche image. Les 86% qui restent, environ 4800 négatifs, sont exploitables. Quand il n'y a pas de vernis, la dégradation la plus courante est la présence d'un miroir d'argent. 95% des plaques qui ne sont pas vernies présentent cette altération qui est due à la mauvaise qualité du papier utilisé pour les enveloppes. Et ce phénomène a été amplifié par la forte humidité. Les polluants émis par le papier et la dégradation du papier oxydent l'argent de l'image qui migre et se dépose sous la forme d'une fine couche d'argent. Parmi les autres dommages, on observe essentiellement des salissures, des moisissures et de la poussière. En conclusion, pour cette collection, le principal facteur de dégradation était, comme on pouvait le soupçonner, une forte humidité relative qui a favorisé la croissance des moisissures et accéléré la formation du miroir d'argent. Aussi, il était nécessaire de reconditionner la collection et, à terme, d'établir le meilleur environnement de conservation possible. La mise en œuvre d'une climatisation était exclue pour des raisons de coût et d'impact environnemental. Comme l'effet de la température ambiante, en moyenne 28 à 30 degrés, s'avérait moins problématique pour ce type de photographie, nous nous sommes donc concentrés sur le moyen de maintenir une humidité relative adaptée. La norme ISO indique pour la conservation des négatifs sur plaque de verre une humidité comprise entre 30 et 40%. Ces valeurs relativement basses permettent de ralentir les altérations chimiques, mais elles risquent également de créer des contraintes mécaniques.
car quand l'humidité diminue, la couche de gélatine se rétracte et risque d'exercer des tensions sur la plaque de verre. Nous avons mesuré alors les déformations subies par une plaque photographique lors d'un abaissement d'humidité relative. Pour cela, nous avons placé une plaque photographique ancienne dans un caisson climatique où nous avons fait varier l'humidité relative. À l'aide de 2 appareils photographiques étalonnés, nous avons pris régulièrement des clichés et à l'aide d'un logiciel adapté, nous avons pu mesurer les variations et restituer en 3 dimensions les déformations de l'objet. C'est ce que l'on appelle la corrélation d'image numérique. On peut ainsi voir distinctement par ces mesures que lorsqu'on passe de 40 à 30% d'humidité, la plaque continue à s'incurver de façon plus prononcée de quelques dizaines de microns. Et cela nous a conduit à opter pour un stockage à la valeur supérieure d'humidité recommandée par la norme, c'est-à-dire aux alentours de 40%. D'autres collections, comme les archives bouddhiques à Luang Prabang, ont été confrontées au même problème de conservation de photographie dans un milieu tropical excessivement humide et ont dû imaginer des stratégies de conservation. De fait, chaque situation réclame des solutions différentes et ici nous avons considéré la possibilité de créer un micro-environnement à faible humidité en utilisant des armoires sèches. Ces armoires sont couramment utilisées pour protéger les appareils photographiques contre les moisissures ou pour stocker des composants électroniques sensibles à l'humidité, voire même stocker des collections entomologiques. Elles mettent en œuvre des technologies simples et présentent l'avantage d'une faible consommation d'énergie et de faibles besoins d'entretien. Le déshumidificateur à l'intérieur de l'armoire est soit un système de refroidissement par effet Peltier qui élimine l'humidité de l'air en la condensant, soit des sels déshydratants à régénération automatique. L'étanchéité de l'armoire aide à stabiliser les conditions intérieures et protège de la poussière, des insectes ou des rongeurs. Pour des pays tropicaux, les 2 systèmes de déshumidification sont efficaces. Sous nos latitudes, je pense qu'il est préférable d'utiliser des systèmes à sel desséchant. J'ai voulu évaluer l'efficacité de la déshumidification de ces armoires sèches par des essais préliminaires au laboratoire. Tout d'abord, j'ai humidifié des livres et des documents photographiques à 90% d'humidité relative dans une enceinte climatique. Je les ai ensuite transférés dans une armoire sèche avec un point de consigne ajusté à 30% d'humidité relative. Et j'ai placé cette armoire sèche dans une housse où j'ai injecté de l'air humide afin de reproduire les conditions d'utilisation en milieu tropical. Après 8 jours de fonctionnement, dans l'armoire, l'humidité relative est passée de 70% à 35%. Le module de déshumidification fonctionne par cycle. À chaque cycle, il abaisse de quelques pourcents l'humidité à l'intérieur de l'armoire jusqu'à atteindre la valeur fixée. Et chaque abaissement d'humidité relative s'accompagne d'une petite élévation temporaire de température. Une fois que la valeur fixée est atteinte, l'unité se met en pause. Pour maintenir les conditions requises dans l'armoire tout au long des 22 jours du test, au total, une seule journée de fonctionnement aura été nécessaire. La consommation d'énergie est donc réduite et les conditions sont maintenues quelque temps, même en cas de coupure de courant, grâce à l'étanchéité de cette armoire. 6 grandes armoires sèches Rugart de 600 litres ont donc été acquises pour stocker la collection de négatifs sur plaque de verre. Comme ces armoires sont hermétiquement fermées, il est important d'éliminer toute source de polluants internes tels que les mousses qui étaient placées sur les étagères, car elles peuvent se dégrader et libérer des polluants. Ensuite, il convenait de mettre ces plaques dans des boîtes et dans des pochettes adaptées. Comme nous n'avons pas trouvé de fournisseurs spécialisés en matériaux de conservation, nous sommes allés sur le marché de Tiangi pour évaluer les produits disponibles. Nous y avons trouvé des papiers traditionnels produits dans l'état Shan, dans le nord-est du Myanmar. Ce papier Shan est produit avec des fibres de mûrier par les artisans. Il est traditionnellement utilisé pour fabriquer des parapluies. Et nous avons testé un lot de ces papiers avec le test d'activité photographique pour voir s'il était susceptible d'endommager les photographies. Malheureusement, plusieurs se sont avérés inaptes pour la conservation des photographies et de surcroît, ils ont tous une structure assez grossière et inégale, certes appropriée pour des utilisations traditionnelles, mais qui présente un risque d'abrasion pour les plaques photographiques. La seule option était donc d'importer les pochettes. Acheter à l'étranger des conditionnements adaptés, des pochettes
à 4 rabats revenait en moyenne à 5 $ l'unité, soit un budget de 28 000 €. Nous avons décidé d'importer des rames de papier que nous pouvions découper en fonction de nos besoins. Toutefois, en faisant une enveloppe à 4 rabats, on perd environ 4/9 du papier lors de la découpe. Pour éviter un tel gaspillage, les enveloppes ont été fabriquées en assemblant 2 bandes de papier que l'on glisse l'une dans l'autre après avoir réalisé 2 fentes. Le coût des enveloppes a pu être ainsi divisé par 10. Il convenait également de stocker les plaques de verre dans des boîtes. Les boîtes assurent une protection supplémentaire et l'utilisation des boîtes est un moyen pratique d'organiser et de gérer une collection. Malheureusement, aucune boîte adéquate n'a pu être obtenue localement. En revanche, on a trouvé du polypropylène ondulé. C'est un matériau peu dispendieux, résistant pour supporter la masse des plaques de verre, stable dans le temps, de surcroît il absorbe les chocs, il est compatible avec la conservation des photographies et il n'est pas sensible à l'humidité ni aux micro-organismes. En quelques jours, nous avons établi un petit atelier de fabrication de boîtes pliables avec du polypropylène ondulé. Plusieurs types de boîtes ont été conçues, une boîte horizontale pour stocker à plat les plus grandes plaques de verre et des boîtes verticales pour les autres plaques qui sont rangées verticalement sur leur plus grand champ. Un modèle relativement simple avec un couvercle qui a parfois été renforcé à l'aide d'un collage à chaud. Le changement d'armoire et le reconditionnement ont été l'occasion de nettoyer les négatifs pour éliminer toutes les salissures sur le côté vert des plaques. L'équipe a été formée pendant une semaine pour effectuer et documenter ces interventions. Ainsi, tout au long de l'année 2020, les plaques ont été reconditionnées dans des pochettes, puis dans des boîtes et enfin dans les armoires sèches. Nous avons suivi les variations thermohygrométriques à l'intérieur et à l'extérieur des armoires sèches grâce à des thermohygromètres. Et les résultats sont encourageants. Alors que dans la pièce l'humidité relative varie considérablement pour rester à des valeurs supérieures à 80% pendant la mousson, à l'intérieur des armoires sèches, l'humidité reste parfaitement stable autour du point de consigne entre 35 et 40% selon l'armoire. On observe des pics pendant des temps très courts qui correspondent aux ouvertures des armoires ou à des coupures de courant. Le choix de ce type d'armoire s'avère particulièrement intéressant lorsqu'il permet de maintenir une humidité basse tout en limitant la consommation d'énergie. Grâce à l'étanchéité de l'armoire, la déshumidification ne fonctionne que sporadiquement. L'idéal serait maintenant de connecter ces armoires à des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques pour fournir une électricité verte. Toutefois, si ces armoires sèches conviennent bien pour conserver les photographies en noir et blanc, sur papier ou sur verre, voire même les tirages couleurs, elles peuvent poser des problèmes pour la conservation des négatifs sur support souple. En effet, les films ou les plans films sur support en acétate de cellulose libèrent des gaz acides et l'accumulation de ces gaz catalyse leur dégradation. Comme ces armoires sont étanches, on risque d'atteindre vite des niveaux élevés et dangereux en composés acides à l'intérieur de l'armoire. Dans ce cas, la solution est d'utiliser des matériaux qui vont piéger les acides et en premier lieu l'acide acétique libéré par les pellicules photographiques. Traditionnellement, on utilise des charbons actifs ou des éolites qui sont des argiles poreuses. Je vous ai présenté 2 approches complémentaires pour la préservation d'objets patrimoniaux qui, d'une façon plus générale, visent les objectifs du développement durable, c'est-à-dire non seulement la limitation de la consommation énergétique et de l'empreinte carbone, mais également la formation et l'éducation, le partenariat, l'innovation et l'utilisation des ressources locales. Merci de votre attention.